pas d'école. Ça veut dire qu'il n'y a pas une école, ok, pour ces gens. Ça, c'est une profession que ça se donne de père en fils. Et ça est gardé entre une famille d'une ville de la moyenne Égypte qui s'appelle Souak. Cette famille, ça a commencé par les sandales avant les bateaux. Et puis, ils ont commencé à rentrer dans cette histoire quand ça a commencé la croisière sur le Nil. Chaque pilote, ce pilote, des fois, comme je viens de vous dire ailleurs, elle sait peut-être pas lire, elle sait peut-être pas écrire. Monsieur, il connaît le Nil par cœur. Il y a toujours, dans la cabine du pilotage, le pilote et son assistant. Le pilote et son assistant, ils ne peuvent pas quitter leur poste. Ils sont tout le temps par ici. Ils dorment là derrière. Et ça, c'est leur vie. Même quand on est à quai, c'est obligatoire d'être dans sa poste. Parce que des fois, comme vous voyez, on est accosté plusieurs bateaux l'un sur l'autre. Des fois, il y a les bateaux qui vont, il faut se décaler pour laisser passer. Donc, lui, il ne peut pas quitter sa poste. Il mange par ici, voilà, il a son nez derrière, il y a tout ce qu'il faut par là. L'assistant des bateaux, il peut conduire n'importe où, sauf l'écluse. L'écluse, donc, on va dire que le pilote, le premier pilote, le principal, lui, voilà, il peut laisser son assistant conduire n'importe où, il n'y a pas de souci pour apprendre comment ça marche. Mais dans le passage d'écluse, c'est obligatoire que ça soit le premier pilote. C'est obligatoire, car vous savez, on est contrôlé par la largeur d'écluse. La largeur d'écluse, par exemple, ici en Égypte, à savoir, c'est à 15 mètres. Le plus large bateau à 14,70. Donc imaginez-vous jusqu'aux 30 cm. Donc il faut toujours le premier pilote qui conduit les bateaux pendant le passage d'écluse. À part ça, il laisse toujours son assistant conduire pour apprendre comment ça marche. Car, comme je viens de vous dire, c'est une profession que ça se donne de père en fils. Ce monsieur, c'est presque le seul monsieur sur le bateau qui a le droit de se mettre en djellaba. On ne le voit pas beaucoup, mais des fois aussi, voilà, il laisse son assistant par exemple, et il est assez hacké devant le bateau, voilà. Donc quand on voit quelqu'un en djellaba, ça c'est le pilote du bateau, parce que c'est le seul monsieur qui a le droit d'être en djellaba. Djellaba, c'est l'habit traditionnel pour les Égyptiens, de se dire ça. Moi j'ai posé une fois une question, comment on peut savoir quand on est sur le Nil, par ça, surtout le soir par exemple, comme vous voyez des fois il navigue de nuit, il n'y a pas de phare. Comment je peux savoir où je peux aller quoi? Voilà, il y en a un qui m'a dit que des fois quand je vois pas de vague, je dois éviter. Parce que quand il n'y a pas de vague, ça veut dire que le fond est très haut. À savoir que le Nil, maxi 7 mètres de profondeur. Maxi entre 3 et 7 mètres. Le plus profond bateau sur le Nil, le 32, 1,90 m. Mais des fois, après la construction de barrage, je crois qu'on l'a déjà dit, quand on n'a pas de céréales ou des plantes qui n'ont pas besoin beaucoup d'eau, donc on ferme le barrage et on donne l'eau seulement pour la navigation. Donc des fois l'eau est très basse sur le Nil. Et des fois ça touche le fond. C'est vrai que rarement, mais ça se passe des fois. Donc il faut vraiment, dans ces endroits, dans ces mois-là, pendant 3 mois où on n'a pas beaucoup de céréales, qu'il y a beaucoup de plantes, ces 3 mois ça se passe souvent en été. Donc l'eau sur le Nil est très basse. Et pendant ces 3 mois, c'est le premier pilote qui conduit toujours. Parce qu'on risque de toucher le fond du Nil. Donc entre 3 et 7 mètres, 32 maxi 1,90 m. Donc il m'a dit que quand je vois pas de vague, donc je dois éviter. Et de toute façon, on peut dire qu'elle connaît le Nil par cœur maintenant. Elle fait ce trajet 2 fois par semaine, l'aller et le retour. Donc même de nuit, elle sait comment se débrouiller. Par exemple, si je lui pose la question, qu'est-ce qu'on va voir par exemple après 100 mètres, elle va me dire une montagne, je ne sais pas comment, et un arbre, je ne sais pas comment. Donc ça y est, elle a vraiment le trajet ou bien la distance par cœur. 250 km de navigation, quand on fait 2 fois par semaine et quand on est concentré, vraiment concentré, on peut savoir, on peut connaître vraiment l'endroit. Des questions? Voilà. Il n'y a pas du tout de balise? Pardon? Non, du tout. Du tout. Et on va dire qu'il y a 3 machines sur le bateau. Le souvenir d'abord, quand on va vers le nord, on descend le Nil. On est d'accord pour ça. Et quand on va vers le sud, on monte le Nil parce qu'on est presque à l'envers. La vitesse des bateaux, en général, entre 13 et 20 km à l'heure. Ça dépend si on est à l'aller ou le retour. Quand on est contre le courant, c'est entre 13 et 16 km à l'heure. Quand on est au retour, c'est entre 15 et 20 km. Ça dépend de la vitesse du bateau. Des fois, si on ne veut pas aller rapidement, donc on va naviguer avec 2 machines seulement. Et on laisse la 3e machine. Donc c'est lui qui contrôle par exemple.
Il y a toujours un ingénieur qui est dans la cabine, dans la salle des machines. Lui aussi, il ne peut pas quitter sa poste. Lui, il entend, on va dire qu'il n'entend rien du tout. Il devient des fois sourd, mais on s'en fout. Un ingénieur, il doit garder toujours. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Ce monsieur, il est un des messieurs le plus important sur le bateau. L'ingénieur des bateaux. Parce que, et comment il sait, en fait, je ne sais pas, malgré le bruit énorme qui se trouve dans la salle des machines, mais il est obligé de concentrer avec ses oreilles, avec les machines. Quand il entend quelque chose de mal, donc il doit toujours vérifier. Donc il y a toujours un contact entre ce monsieur et l'ingénieur dans la salle des machines. Normalement oui, mais comme on est nombreux, donc c'est à cause de nous. Pardon, monsieur, pardon. Pardon? L'air du bateau. L'air du bateau. Oui. La surface, vous voulez dire? Non, non, l'air.